Valls a-t-il encore une majorité? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely de l'Obs. Alors la question se pose évidemment au vu du 49.3 que le Premier ministre a été obligé de dégainer pour faire avaler la loi Macron, évidemment. Y a-t-il encore une majorité? On va le voir. On va le voir dès demain avec le rejet de la motion de censure qui va être présentée. Il n'y a pas de majorité de rechange. Donc on connaît les institutions de la Ve République qui font que tant qu'il n'y a pas de majorité de rechange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une majorité susceptible de faire tomber le gouvernement peut continuer à gouverner. Le 49.3, c'est pas glorieux, je vous l'accorde. Après tout, il a déjà été utilisé plus de 80 fois depuis le début de la Ve République. 28 fois, on s'en souvient, par Michel Rocard, le gouvernement de Michel Rocard, qui était quand même un démocrate fervent. Personne ne peut accuser de Michel Rocard de ne pas l'avoir été. Donc c'est vrai que c'est un instrument qui n'est pas glorieux en termes de fonctionnement démocratique, mais qui est institutionnellement indiscutable et qui permet à ce gouvernement de continuer à réformer, à avancer. Sur le fond, c'est quand même un incroyable gâchis que le gouvernement soit obligé de se dégainer le 49.3 sur un texte qui, comme le disait François Hollande, n'est pas la loi du siècle et qui ne méritait probablement pas autant d'honneur que certains ont voulu lui donner, mais surtout pas autant d'indignité que d'autres ont voulu l'accuser. Effectivement, c'est quand même le premier point. Ça fait des mois que vous nous répétez dans ce studio chez Renaud, la gauche française a changé, elle a compris la modernité, elle est ouverte aux réalités économiques. Pour la première fois, il y avait une loi qui allait un tout petit peu dans un sens on va dire, d'ouverture, de libéralisme, de prise en compte des réalités du monde. Et encore, ce n'était pas la loi du siècle, ça je suis bien d'accord avec vous. On ouvre quelques lignes d'autobus entre les grandes métropoles de province et les magasins quelques dimanches par an. Et il n'y a pas de majorité pour voter cette loi. Ça montre l'archaïsme absolument ahurissant encore d'une grande partie du Parti socialiste. Alors, est-ce qu'il y a encore une majorité? C'est la question qu'on nous pose aujourd'hui. Oui, il y a une majorité pour ne rien faire. C'est-à-dire que tous ces fraudeurs, pardon, ces frondeurs, ma langue a fourché, j'espère qu'il n'y a pas un sens caché, tous ces frondeurs, finalement, c'est la première fois qu'ils se mettent vraiment en travers du gouvernement. Parce que jusqu'à présent, vous aurez remarqué qu'ils se sont abstenus, par exemple, sur la loi du budget. Pourquoi? Parce que jusque-là, la gauche, la majorité, François Hollande, se contentait de faire semblant. Faire semblant de faire des économies, par exemple. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui dit, en 2014, la France a recommencé à creuser ses déficits. Et donc, le gouvernement faisait semblant de réformer, les frondeurs faisaient semblant de s'opposer. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Effectivement, il y a eu cette loi avec quelques petites timides avancées, et pour la première fois, les frondeurs frondent. Non, mais il y a un archaïsme terrible d'une frange de la gauche. Je vous l'accorde, une frange minime quand même, hein, c'est 10% à peu près du groupe socialiste. Et donc effectivement, qui se sont arc-boutés sur ce texte, sur ce personnage aussi, sur Emmanuel Macron, qui souffre d'une forme de délit de sale gueule auprès d'une frange, de cette petite frange de députés de gauche, et je m'en désole. Et puis il y a un archaïsme terrible de la droite française, qui par un réflexe pavlovien qu'on connaît, hein, qu'on a connu aussi quand la gauche était dans l'opposition, donc il ne s'agit pas pour moi d'accabler l'UMP, ce sont des postures politiques, moi, qui me désolent. C'est-à-dire que sur le fond, on sait très bien, une bonne partie du centre et du centre-droit devaient voter ce texte. Quelques-uns l'ont fait d'ailleurs, ont annoncé qu'ils le feraient, comme Frédéric Lefebvre et quelques autres. Mais on a vu une forme de... C'est votre nouvel ami, Frédéric Lefebvre. En l'occurrence, pour le coup, il a été honnête intellectuellement là-dessus. Moi, j'ai pas d'a priori contre les gens. C'est-à-dire que quand on est honnête intellectuellement et qu'on adapte effectivement ses actes à ce qu'on croit foncièrement, je trouve ça effectivement plutôt courageux. Ouais. Donc cet archaïsme des postures politiciennes, je le déplore autant pour la petite frange de gauche qui a pris la posture désastreuse qui est la sienne, que pour l'UMP qui, de façon pavlovienne, à quelques exceptions près qu'il faut louer, a annoncé qu'elle voterait contre un texte que, sur le fond, elle pourrait tout à fait soutenir. Donc c'est vrai que c'est désolant, surtout quand on regarde comment, en 5 semaines, on est passé de positions qui n'étaient pas des postures, pour le coup, grandes, généreuses, fortes de l'ensemble des partis républicains. Je pense évidemment au 11 janvier à ces suites, où là, on avait l'impression que notre monde politique, nos représentants politiques, qu'on critique si souvent dans le pays et ici aussi,
avait pris la mesure de la période et conscience des enjeux à des postures politiciennes désastreuses dont ils paieront tous les dégâts demain. Je suis assez d'accord avec vous. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été député UMP. J'ai pas eu l'investiture, pas de chance. Donc, vous êtes honnête intellectuellement, vous auriez voté pour ce texte qui... Eh bien, je ne sais pas. Je vais vous dire, sur le texte lui-même, j'aurais pu le voter. Ce qui me gêne, c'est la façon dont on présente ce texte. C'est-à-dire que si on disait, oui, c'est un premier pas, c'est une petite avancée timide, mais qui va être suivie d'autres. Vous avez vu que Jacques Attali, dont Emmanuel Macron était le rapporteur quand en 2008, Attali avait sorti ce rapport sur la modernisation de la France. Attali dit, il y a 1% de mon rapport dans la loi Macron. C'est dire si c'est modeste. Mais encore une fois, si ça avait été une première étape, pourquoi ne pas la voter? Sauf que là, on nous présente cette loi comme une espèce de pierre angulaire, comme le chef-d'œuvre de la politique économique réformatrice de la gauche et de François Hollande. Et donc j'en reviens à un argument que j'ai déjà développé ici. Je pense que cette majorité fait semblant. Elle fait semblant de réformer, notamment pour calmer Bruxelles et Mme Merkel. Et en ça, il y a une forme de manipulation, il y a une forme d'enfumage avec cette loi. C'est pour ça que je ne sais pas, honnêtement, si je le voté ou non. Vous ne pouvez pas accuser le gouvernement de faire semblant parce qu'il fait tellement peu semblant que la majorité explose sous ses yeux qu'il prend un risque politique considérable. Donc si jamais il n'y avait vraiment rien, s'il faisait vraiment semblant, pour le coup, ils auraient trouvé un autre moyen et effectivement, Emmanuel Macron aurait lâché le week-end dernier à Benoît Hamon les dernières concessions qu'il réclamait. Oui, c'est le paradoxe, cette majorité explose même temporairement sur une loi qui n'en valait vraiment pas la peine. Comme on disait le grand Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien.